On est avec Vangelis Panayotis. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de MKG Hospitality, donc c'est un cabinet de conseil, c'est ça, pour l'ensemble du secteur touristique? Oui, tout à fait. On a la particularité de collecter l'activité des hôtels, donc on peut suivre au quotidien l'évolution des tendances sur la France et en Europe. Bon, faut-il être inquiet? J'ai envie de poser ma question comme ça, Vangelis Panayotis. Faut-il être inquiet au regard de la conjoncture actuelle sur ce segment d'activité aujourd'hui? Comme vous le dites, effectivement, la conjoncture n'est pas extrêmement favorable pour tous les secteurs, mais c'est vrai que l'hôtellerie, en règle générale, tire un peu son épingle du jeu. Il y a des bons et des mauvais facteurs cette année. Il y a à la fois le retour avec le printemps arabe, donc toutes ces destinations du Maghreb qui étaient un petit peu fermées, on va dire, pour la saison précédente. Ça veut dire que juste là, il y a une vraie stratégie de reconquête là, de ces pays-là? Ah bah, bien Ils font des évidemment. efforts importants là. Ah, tout à fait, c'est très important pour eux de ramener cette clientèle qui était partie parce que dès qu'il y a des questions de sécurité, toutes ces clientèles familiales de classe moyenne européenne qui allaient dans ces destinations-là, on reportait vers d'autres destinations, et notamment l'Espagne, la Turquie ont bénéficié l'année dernière. Cette année, par contre, on voit qu'effectivement, ils sont très agressifs avec une politique de prix très attractive. On a noté également, et ça c'est plutôt pour les clientèles haut de gamme de la Côte d'Azur et de Paris, qu'avec l'effet Ramadan, on a toujours un décalage de ces clientèles du Moyen-Orient qui viennent surtout dans les palaces. On a une conjoncture qui n'est pas très bonne et donc on a vu qu'on avait beaucoup de réservations de dernière minute. Mais dans l'ensemble, si on regarde les chiffres, on a moins 0,6, donc on est plutôt assez stable sur l'activité. Et puis on a une exception qui devient presque une règle maintenant avec Paris qui performe extrêmement bien. Bon, Paris qui reste source d'attractivité pour la clientèle étrangère, hein, c'est ça? Bah, tout à fait. Alors je crois que Quand il y en a une qui baisse, une autre prend le relais. Enfin, il y a toujours un effet de compensation, j'imagine. Tout à fait, mais il y a deux, trois points qui sont assez intéressants. D'abord, Paris, c'est la destination qui est positionnée le plus haut de gamme en France. Bien évidemment, il y a Cannes, il y a d'autres destinations, mais en termes de volume de clientèle, Paris est assez particulier par rapport à ça. On sait aujourd'hui qu'au niveau mondial, la croissance des très riches, entre guillemets, ou ceux à très fort pouvoir d'achat se fait plus rapidement que les exportations mondiales ou que le PIB mondial. Donc on voit qu'on a pas une explosion, mais en tout cas une évolution importante de cette demande, et on a bien vu que c'était reflété par l'ouverture des récents palaces à Paris, quoi. Donc on a un mix un petit peu. D'abord, Paris est plutôt lié à une conjoncture internationale, boosté un petit peu par les émergences sur le tourisme, l'arrivée de nouveaux palaces, et dans l'imaginaire de chacun, alors nous, quand on est français, on est peut-être moins sensible à ça, mais Paris reste une destination à faire une fois dans sa vie. Donc il y a un peu cette dynamique qui reste assez positive sur la ville. Vous dites, effectivement, ouverture de nouveaux palaces qui montre effectivement qu'il y a un besoin et un envie de fort investissement sur ce créneau du haut de gamme à Paris. Concernant les vieux palaces, même si je crois que d'ailleurs justement ils n'étaient pas palaces, Ritz et Crillon là qui sont en train de fermer l'un après l'autre. Est-ce que Paris reste à la hauteur des enjeux justement de cette clientèle haut de gamme aujourd'hui, Vangelis Panayotis? Je pense que Paris se met à la hauteur. Quand on compare à d'autres destinations internationales, que ce soit New York, Londres ou Tokyo, on voit qu'on avait un petit peu un déficit en termes d'offres très haut de gamme. Et donc effectivement, traditionnellement, on avait parmi les plus beaux palaces du monde. Hein, je veux pas, les plus belles marques du monde, Paris, non, mais il faut le dire, exactement. c'est quand même les plus belles marques du monde. Exactement, et puis Paris a un rôle un peu particulier dans le monde du luxe. Donc tout ça, les palaces aussi s'insèrent dans cet univers du luxe qui marche plutôt très bien. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait suscité la convoitise d'investisseurs, on va dire avec des profils plutôt en création de valeur, de patrimoine, qui sont venus investir beaucoup d'argent. Et puis il y avait deux palaces que vous avez cités qui sont extrêmement bien situés dans la capitale et qui vont bénéficier de rénovations lourdes et importantes. Mais il y avait quoi? Un déficit en termes de capacité d'accueil et un déficit en termes de, comment dire, de standing peut-être tout simplement. Alors, aussi non, pas du tout. On a des très bons standings. On avait des immeubles, des bâtiments historiques qui correspondent complètement au profil de ce que recherchent les clientèles très haut de gamme, très bien situées. Donc il nous manquait un peu d'offres. Et d'ailleurs, on voit bien que l'arrivée de ces nouveaux palaces n'a pas détérioré les performances du très haut de gamme en règle générale dans Paris. Donc la demande absorbe assez facilement cette nouvelle demande qui arrive sur Paris. Impact des JO, c'est la question qu'on se pose ce matin. Alors vous avez une base de données à travers l'Europe, je crois, Vangelis Panayotis. Qu'est-ce qu'on peut dire là de l'impact des JO peut-être pour le marché européen, le marché britannique et puis pour la France plus spécifiquement? Est-ce qu'il y a un impact indirect de ce rendez-vous? Alors au début on pensait qu'il n'allait pas en avoir. Enfin tout le monde pensait qu'il allait en avoir, donc on a fait des sondages, on a étudié un petit peu la question et on s'est dit que finalement sur Paris il allait avoir un report plutôt mitigé. Mais ce qui est vrai, c'est que la Manche a bénéficié pas mal de de délégations qui ont préféré, plutôt que d'aller assez loin de Londres, finalement Calais ou Dunkerque ou autre destination était plutôt une bonne alternative. Et puis c'est vrai que certaines clientèles très long courrier qui viennent du Brésil, d'Asie ou autres pour les Jeux Olympiques en profitent pour faire un petit tour en Europe et passent éventuellement par Paris. Et à préciser aussi que la parité maintenant avec l'euro est beaucoup plus favorable à ces clientèles internationales. Bon, mais ça veut dire que là, le nord de la France, dans son ensemble,
profitent très, très concrètement et très directement de cette Oui, alors olympique? on a vu qu'on a fait une statistique sur la Manche, c'était plus 3% de fréquentation par rapport à l'année précédente. Donc on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui stimule l'activité et c'est probablement les Jeux Olympiques, mais pas dans des proportions, on va dire, importantes. Bon, est-ce qu'on regarde la morosité économique et on sait que c'est important aussi pour la création de valeur future? Est-ce que les hôtels et l'hôtellerie, alors en général, mais peut-être si on fait des distinctions, arrivent à tenir ces prix aujourd'hui, Vangelis Panayiotis? Oui, Est-ce que Oui, plutôt. D'abord, on est dans une situation de marché qui est plutôt assez saine. On n'a pas de surcapacité en termes d'offres hôtelières, comme ça pourrait être un peu le cas aux États-Unis, qui est un marché extrêmement mature. On voit que le développement des chaînes hôtelières est très fort là-bas. 70% des hôtels sont des hôtels affiliés à des chaînes. En Europe, on n'est pas du tout dans ces niveaux-là. Donc, on est encore dans un contexte de marché qui est plutôt assez sain. Ceci dit, à l'intérieur de l'hôtellerie, il y a quand même différentes catégories. Il y a l'hôtellerie économique, moyenne gamme, haut de gamme, celle de resort, celle de centre-ville. Dans l'ensemble, Paris reste une destination et un marché assez exceptionnel pour les opérateurs. qu'à Paris et le reste de la France? Et dans le reste de la France, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de distinctions à faire. Tout à fait, mais comme Londres avec Bien l'Angleterre, sûr. Paris avec la France, c'est la locomotive. Mais derrière, on a effectivement un secteur qui fonctionne plutôt assez bien avec des prix qui se stabilisent plutôt qu'ils reculent par rapport à d'autres industries et qui sont dans des bonnes dispositions pour, au moment de la reprise, être capable de repartir de façon assez significative. Il y a quelque chose d'assez notable, mais qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de segments d'activité, c'est ce segment du moyen de gamme en fait. Il y a une forme de désaffection autour du moyen de gamme aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est valable dans l'hôtellerie? C'est valable dans un certain nombre de secteurs d'activité. L'hôtellerie économique s'en sort bien, progresse même. Le haut de gamme, le très haut de gamme, vous nous avez dit effectivement que la santé, la dynamique restait positive. Ce qui fait que le moyen de gamme se retrouve un peu pris entre les deux et il y a une forme de désaffection, on peut dire ça aussi. Alors, c'est vrai que le moyenne gamme, lorsqu'on est dans des situations de retournement de cycle, se retrouve un peu pris en étau entre le haut de gamme qui, lui, a un produit qui est très affiné et donc qui peut baisser un peu ses prix avec un produit plus compétitif sur le moyenne gamme, alors que l'hôtellerie économique, du fait de la configuration des hôtels, ne peut pas aller non plus, on peut pas aller dans un hôtel économique pour 800 euros, il n'y a aucune chance. Donc il y a une limite technique au produit et souvent le moyenne gamme se retrouve un peu pris en étau. À l'inverse, dans les phases de reprise de cycle, au contraire, le très haut de gamme va chercher beaucoup plus haut ses prix et donc ça fait un appel d'air pour le moyenne gamme. Alors comment réagissent les opérateurs et les investisseurs? On a vu qu'il y avait un petit peu avant 2005-2007 où le marché fonctionnait très bien, on a eu des renouvellements de concepts. Donc on est en train de voir aujourd'hui une hôtellerie moyenne gamme qui est en train de redéfinir ses standards pour mieux trouver... Mais pour s'adapter à la conjoncture actuelle en se disant ça va perdurer, cette tendance qui était une tendance conjoncturelle va peut-être devenir de plus en plus structurelle ou se préparer à une reprise éventuelle? Comme toute industrie un peu mature, on est dans des phénomènes de cycle. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on va probablement avoir un rebond dans les 14-16 mois à venir au niveau de l'hôtellerie en France. Et on voit que les opérateurs ont retravaillé leur concept parce qu'il fallait aujourd'hui redonner de la valeur ajoutée et en tout cas un rapport qualité-prix qui faisait plus sens pour les clients. En période de crise, on a vu qu'il y avait beaucoup de reports de clientèle. Donc des clients qui étaient plutôt dans du moyenne gamme et qui sont allés essayer l'hôtellerie économique et qui se sont rendus compte que c'était propre. Il n'y avait pas tant d'écart que ça, c'est ça. Voilà. Et donc il faut un peu réinventer le concept, retrouver un petit peu son positionnement dans le paysage des catégories en France. Bon, il y a un autre élément aussi très intéressant qui montre l'évolution des comportements des différents clients, c'est vous notez un décloisonnement de plus en plus marqué entre les différents types d'hôtellerie. Alors l'hôtellerie classique, mais aussi ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, c'est ça maintenant. Il y a un effet zapping de plus en plus important. Des consommateurs qui n'allaient pas en camping, pour faire simple, aujourd'hui, trouvent des offres qui peuvent correspondre à leurs attentes. Oui, alors c'est un peu le phénomène avec les bronzés à l'époque et le Club Med, et puis maintenant Patrick Chirac et les campings. Donc on voit qu'effectivement il y a des évolutions dans les modes de consommation. C'est vrai qu'avec l'arrivée des mobil-homes, qui est quand même assez proche de l'expérience qu'on pourrait trouver dans un hôtel, puisque un mobil-home c'est des chambres, une cuisine, donc on n'est pas dans l'attente, on est quand même dans quelque chose qui est en dur. Ça offre une bonne alternative en termes de coût pour ces clientèles estivales qui cherchent un meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Mais ça veut dire au global un marché de plus en plus concurrentiel, là. Enfin une forte concurrence qui s'installe entre les différents types d'hôtellerie. Mais la concurrence est bonne et je crois qu'aujourd'hui les clientèles sont devenues assez zappeurs. Lorsque vous voyagez avec votre société pour faire des déplacements professionnels, vous allez
rester dans un type d'hôtel. Lorsque vous partez en vacances avec votre famille, vous allez dans un autre type d'hôtel. Et puis lorsque vous partez en week-end amoureux avec votre femme, vous allez rester dans un autre type d'hôtel également. Donc ça, aujourd'hui, on n'a plus des clientèles qui sont dédiées à 100% dans une catégorie, dans un profil d'hôtel. On voit que la clientèle est devenue très à peur aujourd'hui et va piocher dans l'offre, ce qui correspond au mieux à ses attentes. Donc le marché s'ouvre, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de surcapacité, donc il n'y a pas de risque important. Et la concurrence va être saine et chaque produit va redessiner son périmètre sur le marché pour apporter une meilleure valeur ajoutée aux clients. L'effet dernière minute, Vangelis Panayiotis, c'est un phénomène de plus en plus important aujourd'hui. Est-ce que à un moment, est-ce que les tours opérateurs sont en capacité de s'adapter à ce nouveau phénomène en termes de gestion des stocks, tout simplement? Est-ce qu'à un moment, ça va quand même les mettre fortement sous pression? Comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ce phénomène-là aujourd'hui? On voit aujourd'hui, on avait fait des études, alors je vais remonter assez loin, la première guerre du Golfe, qui était aussi un peu une période de crise, et on voyait qu'on avait besoin de 4-5 ans avant de revenir à des niveaux équivalents. Aujourd'hui, avec les systèmes d'information, avec ce qu'on appelle le yield management, on est beaucoup plus réactif, on s'adapte, on fait du pricing au quotidien pour mieux correspondre à la demande. Et quand la conjoncture est bonne, on n'a pas ces phénomènes de dernière minute. Et là, on voit qu'on a un retour. C'est vrai que cette année, beaucoup d'opérateurs étaient un peu inquiets parce qu'à l'arrivée de la saison estivale, on voyait que les carnets de réservation n'étaient pas complètement remplis. Et on a vu que finalement, ça a été moins pire que ce qu'on aurait pu s'attendre. Et donc, on a eu effectivement beaucoup de réservations de dernière minute. Aujourd'hui, vous pouvez réserver un hôtel et un avion avec votre smartphone la veille ou avec des amis en dînant. Donc, on voit qu'on a une réactivité beaucoup plus forte. Il y a quoi, un effet météo, si on peut dire un mot de l'impact de la météo pourrie tout à fait, ces dernières semaines et ces derniers mois? On le voit depuis 3 ans maintenant, puisque la côte atlantique était presque une des moins bien loties par rapport à ça. Donc c'est vrai que les gens attendent la dernière minute. Finalement, partir en vacances dans un budget un peu en berne, ça reste quand même une dépense importante. Donc on n'a pas envie de rater ces 2 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances. Et donc on est plus attentif à la météo et on se donne un peu de temps pour bien voir quel va être un petit peu le temps qu'il va y avoir sur la destination qu'on a choisie, voire à changer de destination à la dernière minute. Et les tours opérateurs sont en capacité de gérer là, ces flux irréguliers, j'ai envie de dire, et ce phénomène de dernière minute, ils se sont adaptés là? C'est leur métier, je pense que ça leur fait pas fondamentalement plaisir, parce qu'ils préfèrent prévoir, c'est toujours plus simple, mais aujourd'hui ils sont équipés pour réagir à la dernière minute. Le vrai problème aujourd'hui, c'est surtout un problème de service. Lorsque vous offrez du service, et c'est le cas dans l'hôtellerie en règle générale, un peu moins dans l'hôtellerie de plein air, un peu plus dans les palaces bien évidemment, il faut gérer cette notion de personnel aussi. Donc vous devez avoir la bonne équipe par rapport à votre bon taux de fréquentation ou de remplissage de votre établissement. Donc c'est peut-être cette donnée-là aujourd'hui qui reste à gérer, mais sur tout le reste, ils maîtrisent très bien les canaux de distribution avec les brokers en ligne ou les agences de voyage en ligne aussi. Donc tout est devenu très intégré et très informatisé, et donc ça permet de pouvoir être très réactif sans que ça pose une gêne importante, si ce n'est ce point un petit peu du côté personnel qui lui est un peu moins flexible, ce qui est normal. Je sais pas, j'avais pas prévu d'en parler, mais on a le débat sur la TVA réduite dans la restauration qui va revenir sur le devant de la scène, là, Vangelis Panayiotis. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette question et ce débat qui va reprendre à la rentrée là? C'est sûr qu'il faut... Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication qui a été faite autour de cette TVA sur la restauration. Est-ce qu'il fallait le faire de cette façon-là? Est-ce que c'était la bonne façon d'aider les professionnels? De toute façon, je pense que c'est bien de stimuler un secteur qui d'abord fait des emplois non délocalisables, quoi qu'il arrive, qui ensuite réalise, lorsqu'il s'agit de touristes étrangers, des exportations sur le territoire. Donc on est sur un secteur qui est un secteur, je pense, très important, notamment par rapport à ses retombées au niveau économique dans l'ensemble. Il va falloir peut-être trouver des mesures qui soient plus justes pour tout le monde et qui soient plus simples à communiquer aussi, parce que tout le monde a besoin de faire des efforts. Aujourd'hui, c'est pas simple de dire on va essayer de privilégier l'une ou l'autre des professions, donc il faut vraiment peut-être trouver le bon angle, le bon curseur, ce qui avait peut-être pas été forcément le cas initialement. Mais on peut le faire sans casser ou sans remettre en cause trop violemment l'équilibre qui a été trouvé par ce secteur de la restauration autour de cette TVA à Torini. C'est toujours un peu le problème, c'est que vous avez des bons élèves et des mauvais élèves. Et donc, quand on fait le bilan, on a toujours à la fois le bâton pour se faire battre et puis la carotte. Donc, c'est des débats qui sont assez compliqués. Effectivement, après, il faut voir l'impact que ça a eu. Est-ce que les professionnels du secteur ont respecté leurs engagements? Il semble que ça soit plutôt le cas. Est-ce qu'il faille garder cette baisse de TVA telle qu'elle est?
c'est les politiques qui en décideront, bien évidemment. Il est vrai qu'il faut aider la profession, donc que ça soit d'une façon ou d'une autre, c'est important de le faire. Aujourd'hui, on a une petite dégradation sur la qualité en termes de restauration, parce que les prix sont très compliqués, le personnel coûte cher par rapport au service qu'on veut donner et au prix que les clients attendent. Donc on va plutôt s'orienter sur du sous-vide, du surgelé, donc on a une dégradation de la qualité, et je pense que c'est ça qui est dommage. Et pour garder de l'emploi et garder de la qualité en France, qui est un peu, on est le pays de la gastronomie, donc c'est quand même bien qu'on garde ça. C'est notre image qu'on défend. Voilà, pour nous et pour nos visiteurs, il faut être capable d'accompagner ces professions qui sont extrêmement consommatrices en termes de ressources humaines pour les aider à mieux s'insérer, à faire tourner leur business au quotidien. Merci beaucoup Vangelis Panayiotis d'avoir été avec nous ce matin, directeur du développement de MKG Hospitality sur BFM Business.